Constitution dit. Parce que, quels que soient les pays, quand on a cette, je ne sais pas comment appeler la situation politique actuelle, quand on a cette catastrophe-là qu'on a au Togo actuellement, eh bien, quand on est perdu complètement, ben, on retourne sur ses fondations. On retourne à la base. 12 là, qui avait été voté ou adopté à plus de 98%, qui est notre référence. Quand les Togolais n'ont plus de boussole, quand on ne sait plus quoi faire, eh bien, on revient à sa base. À New York, après le 11 septembre, quand tout est parti en fumée, eh bien, on a dégagé tous les fers, toutes les pierres, et on a dit, on revient à Ground Zero pour reconstruire ce qu'il y avait là-bas avant. Ça, c'est une logique. Alors, tous les Togolais qui nous disent autre chose aujourd'hui, je vous prierai certainement de ne pas les suivre. C'est qu'ils sont dans une dynamique de mélange, je peux dire, du peuple. Ils sont en train, eh bien, de jouer un jeu qui leur appartient eux, qui va leur bénéficier à eux et non à notre peuple. Et moi, je dis que si ce n'est pas le peuple togolais, si ce n'est pas le Togo, alors ce n'est pas pour le peuple qu'on se bat. Donc, on doit voir ce qui se passe aujourd'hui comme cela, que ce soit des réunions à Kassimé, c'est pour dire quoi, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas pour rappeler aux Togolais l'article 150 et donner l'opportunité aux Togolais de s'organiser pour aller arracher leur indépendance des mains de Faure Gnassingbé, eh bien, sachez que c'est perdu d'avance. Nous, à Alto, nous sommes dans cette dynamique. Comment amener le peuple à réclamer ses droits? Donc, aller devant celui-là qui le leur a volé et lui dire, par cette marche-là que nous appelons la marche de restauration de la République, parce que cette République-là avait été violentée, elle a été violée dans la nuit du 24-25 mars 2024, eh bien, nous voulons retourner devant celui-là qui nous a fait le coup et lui dire en face, puisque ni l'opposition aujourd'hui n'arrive à lui dire la vérité, ni probablement ses ministres, eh bien, il faut que le peuple aille devant celui-là qui se fait nommer aujourd'hui PCM ou PCR, bref, qui est quand même le chef de l'État du Togo, eh bien, on doit aller lui dire en face qu'on ne veut plus de lui et qu'on ne demande que sa démission. Et c'est ce que nous préparons le peuple à faire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cloutier. Alors, permettez-moi de lire ici l'article 150 de cette Constitution de 1992 à laquelle vous faisiez allusion il y a quelques instants. En l'article 150 qui nous dit clairement, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire et de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. L'article 150 de notre Constitution de 1992. Cette Constitution à laquelle les partis d'opposition, à chaque fois qu'ils se rassemblent, n'ont que ce mot-là à la bouche, mais ils sont incapables de la mettre en application. C'est assez déroutant, à vrai dire, c'est à n'y rien comprendre. On l'a encore vu le 9 mai, lors du rassemblement de Akassimé, où il parlait d'un retour à la Constitution de 1992 comme étant celle que eux, ils reconnaissent, mais ils ne l'appliquent pas en l'article
150. On aura l'occasion de revenir un peu plus en long au fil de l'émission. Monsieur Clousset, je suis tombé sur un de vos posts dans lequel vous remerciez le peuple marocain pour leur soutien à la lutte de libération togolaise. Est-ce important d'avoir ce genre d'appui? Aujourd'hui, c'est plus que important, et dans la mesure où, vous savez, moi, quand j'ai connu le Maroc dans les années, je peux dire 2006, il n'était pas très très loin du Togo, hein. Je prends juste la ville de Rabat. Ils ont, comme nous, à Lomé, une lagune qu'ils appellent le Bourgreg. Mais c'était que je sais pas comment on appelait les feux là. Enfin, c'était sale autant que au Togo, quoi, à Lomé. Et de 2006 à aujourd'hui 2026, vous allez là-bas dans la même ville, eh bien, les tramways ont des Wi-Fi qui circulent. Vous avez sur cette lagune-là, devenue, je sais pas, c'est tellement joli, des péniches, les gens y vont, ils font leur surf, ils font leur ski, jet ski, et tous les week-ends, il y a un podium qui est dressé là-bas où la ville va, les gens écoutent la musique, hein, live, free. Et ce qui est encore plus, je sais pas, te rend, enfin, t'intimide, c'est que aujourd'hui le Maroc a au moins un train à grande vitesse. Et c'est pratiquement la même période, et c'est, je peux dire, le même peuple africain. J'insiste sur africain, parce que d'aucuns ont voulu nous scinder. On dit c'est l'Afrique noire, c'est l'Afrique blanche. Je peux vous dire que ce n'est qu'une Afrique. Et de manière scientifique en plus. Vous pouvez vous-même aller chercher et tout le monde vous dira qu'aujourd'hui, quand on contrôle les ADN de tous les peuples du monde, eh bien, la différence n'est pas de plus de 0, et quelques entre nous tous. Nous sommes les mêmes peuples. Et c'est les situations géographiques qui font parfois qu'on retrouve des couleurs chez certains, on retrouve des tonalités, etc. Sinon, dans nos ADN, nous sommes les mêmes peuples. Et le peuple marocain, c'est ce peuple-là que je connais, je peux dire le plus, même si à côté, il y a les Algériens qui, je vous le dis, ils nous aiment autant que nous ne pouvons pas le croire. Parce que, vous savez, l'Algérie a traversé un peu dans les mains des Français la même chose que nous traversons aujourd'hui. Donc, quand vous allez dans le peuple, ce que je peux dire, quand vous allez dans les souks, dans les marchés, quand vous pouvez vous asseoir et manger avec les enfants dans la rue au Maroc, ils ne vous mettent pas une différence. Ils ne vous mettent pas une différence. Et donc, il y a aujourd'hui ce network-là qu'il faut développer où les Africains je peux dire du Nord, qui ne connaissaient pas très bien ce qui se passait dans le Sud-Sahara ou bien jusqu'en Afrique du Sud, parce qu'ils n'étaient pas souvent sortis, ou s'ils allaient sortir, ils allaient que vers le Nord, toujours le Nord, donc vers l'Europe, puisqu'il y a ce flux-là hein, qui nous conduit, même nous qui sommes dans l'Afrique subsaharienne, eh bien, on n'a pas foi aux yeux de traverser le désert, de traverser le Maroc, d'aller en Espagne, d'aller en Europe. Tout le monde veut aller en Europe. Et donc, nos frères du Nord n'ont pas l'habitude de descendre, de venir vers l'Afrique noire. Mais aujourd'hui, ils découvrent l'Afrique à travers le football, à travers la musique, à travers beaucoup de choses. Moi, j'étais content que maintenant, dans nos lives,
eh bien, on a nos amis de l'Afrique du Nord. Il n'y a pas que le Maroc, je peux vous dire. Il n'y a pas que le Maroc. Des Algériens m'appellent, me donnent des conseils pour qu'on arrive à libérer notre pays, le Togo. Vous voyez. Et donc, je crois que c'est important de tisser ces liens-là aujourd'hui pour que demain, on puisse parler vraiment de ce que nos pères disaient depuis, à savoir la pan-Afrique, hein, l'Afrique qui n'est qu'une Afrique unie, hein, du sud jusqu'au nord. Nous sommes un continent. Il ne faut pas se laisser diviser. C'est ce que moi je crois. Merci beaucoup, Monsieur Cloutier. Fotavio, tu avais une question, vas-y. Je crois que Fotavio, Fotavio, il est muté. t'as une question? Ton micro est fermé. Ok, il reviendra. Monsieur Cloutier, alors, le Alto se présente comme une force citoyenne de rupture, hein. Quelle est, selon vous, la ligne rouge qui a rendu ce mouvement indispensable dans le paysage politique togolais d'aujourd'hui? Mais c'est les coups d'État. C'est les coups d'État. Le Alto est né le jour où M. Fogna Singbe est venu au pouvoir en 2005 après le décès de son père et qui nous a fait la même nuit un coup d'État constitutionnel et tout ce que vous voulez. Et là, c'était tellement profond, hein, parce que le jour-là, ils ont, je ne sais pas si on va dire fouler la Constitution, mais alors ils ont charcuté la Constitution togolaise. Et si vous vous souvenez, les Togolais quand même n'ont pas laissé faire, mais c'était au prix de leur vie. En 2005, eh bien, pour ceux qui ne veulent pas donner de grands chiffres, eh bien, M. Faure-Gnassingbé a marché quand même sur le corps de 500 Togolais. C'était un massacre terrible pour fouler cette constitution-là de 92 du pied et l'instaurer au pouvoir par force. Donc, Alto n'a pas accepté, nous n'avons pas accepté. Nous avons donc mis sur pied ce groupe qui allait, comme le dit, en rupture avec tout ce qu'on avait à l'époque comme opposition. Parce que au lendemain de la conférence nationale, oui, il y a eu une explosion, hein, de partis politiques. Et tout le monde se positionnait pour prendre le fauteuil, disons, après Eyadema. Donc, son fils, quand il est venu s'imposer, eh bien, les partis politiques n'ont pas eu, je peux dire, la bonne réaction. Pourquoi? Parce que ils se voyaient à sa place. Ils ne se sont pas vus à la place du Togolais lambda qui réclamerait par rapport à cette constitution de 92 qu'on a adoptée par référendum. Donc, eh bien, ils ne se voyaient pas à la place du Togolais lambda pour dire, ben, il faut qu'on utilise notre constitution, et notamment son article 150, pour reprendre le siège à M. Faure-Gnassingbé. Il n'y a eu que des groupes comme le nôtre. Hein. Nous, on s'était en 2005 constitué, je dirais plutôt, en ce groupe-là, qui déjà, à l'époque, voulait utiliser l'article 150, et notamment aller dégager M. Faure-Gnassingbé, mais comme il est venu par la force et au prix des armes, ben je ne vous le cache pas, on voulait aller le faire partir par les armes. Et c'était notre droit. Vous l'avez lu tout à l'heure dans l'article 150, ce n'est même pas un simple droit, c'est aussi un devoir du citoyen. Quand ces cas-là se passent, quand on a un coup d'État au Togo, eh bien, c'est du devoir du citoyen, eh bien, de faire barrage aux putschistes. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et cette ligne-là dont vous parlez,
eh bien, c'est la Constitution qui a été violée et qui, malheureusement, aujourd'hui continue. Donc, quand je fais encore une fois référence à votre émission Togo d'hier et d'aujourd'hui, je vous le dis franchement que, en fait, en politique au Togo, eh bien, rien n'a vraiment changé. Et là, si vous me donnez une minute, parce que avant de venir, justement, je réfléchissais sur votre titre d'émission, c'est-à-dire le Togo d'hier et d'aujourd'hui. Puis je me suis demandé, est-ce que vraiment... C'est Togo d'hier à aujourd'hui. Ah, ok, de Togo d'hier à aujourd'hui. Bon, c'est pas et d'aujourd'hui. Bon, anyway, c'est pratiquement une Il n'y a pas de comparaison. problème. Voilà, c'est pratiquement une comparaison. Mais ce qui m'a, c'est pas touché, c'est que je m'étais posé la question à moi-même, hein, de s'il y avait vraiment eu un changement depuis que nous on est nés, qui nous permette aujourd'hui d'avoir une solution pour ce Togo d'aujourd'hui là justement. Si on suit, hein, le Togo tel qu'on l'a connu hier, et qu'est-ce qui vraiment fait la grande différence aujourd'hui ou qui pourra nous permettre aujourd'hui, nous aussi en tant que Togolais, eh bien, de nous retrouver dans la famille des pays du continent où on voit qu'il y a des grands changements en fait. Parce que si vous vous dites Bénin d'hier à aujourd'hui, par exemple, je crois que tout le monde vous dira qu'il n'y a pas match, qu'il y a eu une avancée terrible en ce qu'on avait à Cotonou il y a 20 ans et ce qu'on a aujourd'hui. Mais au Togo, c'est comme si on recule, quoi. Le pays n'avance pas et je me disais, il y a un problème certainement qui fait que le Togo n'avance pas. Et quand je réfléchissais, je me suis tombé sur ce mot-là, où je disais, ben, est-ce que, et je vais lire ça, hein, je dis, qu'est-ce qui fait que euh, aujourd'hui, hein, on n'a pas ce changement-là qu'on voulait depuis des années? Est-ce que c'est les méthodes qui ne sont pas adaptées? Et en réfléchissant aux méthodes, je me suis dit, en fait, quelles méthodes les Togolais ont utilisées, hein, en politique depuis et qui fait qu'on n'a pas les changements qu'on veut. Alors, j'ai pensé à la non-violence. Vous savez, et quand on parle de non-violence au Togo, les gens disent, il faut que on prenne le pouvoir en utilisant les méthodes non violentes. Et quand on parle de méthodes non violentes, beaucoup font référence au Gandhi, à la période de Gandhi en Inde, à la période de Martin Luther King Jr. aux États-Unis. Et on oublie que à l'époque, ces gens-là ont lutté par rapport à ce qu'ils avaient en face d'eux au cours de cette période-là. Et ils se sont même adaptés, disons, au cours des siècles. Vous ne voyez plus aujourd'hui, par exemple, des Américains nécessairement faire des sit-ins. Vous les verrez sur les réseaux. Vous les verrez sur les réseaux parce qu'ils ont adapté les méthodes modernes à la lutte pour leur libération. Et donc, je crois que le Togolais n'a pas su s'adapter aux différentes périodes et c'est pour cela que la lutte, je dirais, capote. On est en train de patiner. On utilise les mêmes méthodes. Et là, ça m'amène à retourner à ce que vous aviez dit avant. Le 9 mai dernier au Togo, à Kassimé, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait venir des Togolais, comme on a l'habitude de faire,
et on leur a dit d'oublier leurs problèmes, on leur a joué du tam-tam, on les a fait danser, et on a passé quel message finalement? Qu'on va revenir faire la même chose prochainement, en fait. On ne leur a pas dit comment demain, quand ils vont revenir, on doit s'apprêter à aller chasser M. Fogna Singbe. Pourquoi? Parce que d'aucuns se disent que si on leur dit cela, si on pousse les Togolais à la révolte, eh bien, c'est parce qu'on devient violent. Ce qui est faux. Parce que quand vous observez le Togo, eh bien, la violence, en fait, n'est venue que d'un seul camp. Le camp de ceux-là qui sont armés avec des armes. Monsieur Clouchet, est-ce qu'on peut dire que le peuple togolais serait en pareil cas en légitime défense? Mais le peuple togolais, je ne parle même pas de légitime défense parce que ça, c'est automatique. C'est-à-dire que quand vous voyez comment, par exemple, les gens font des démonstrations en ville à Lomé et les militaires rentrent dans les maisons, même de ceux-là qui ne sont pas dans la rue, pour les tabasser, et que les gens n'ont pas le droit à l'autodéfense, je trouve qu'il y a il y a un problème avec le Togolais. Sinon, on est dans l'autodéfense. On doit se défendre. Et là, je vais plus loin pour vous dire que Alto ne se voit pas en train d'appliquer la violence pour la violence. Parce que si on veut parler de violence, ben, on peut, oui, s'armer et aller prendre M. Fogna Singbe par les armes, dire que oui, il a fait, il a marché sur la Constitution, qu'il a tabassé tout le temps nos frères quand ils ont voulu faire des démonstrations le 6 juin, par exemple, 2025. On a tellement d'arguments pour faire de la violence. Mais Alto ne prône pas ça. Alto prône beaucoup plus l'autodéfense. On dit, OK, on va rester dans la non-violence, sauf qu'on va l'adapter, on va adapter cette non-violence-là à la situation actuelle. L'adaptation, c'est quoi? C'est que oui, avant, les Togolais, pour se plaindre, ils font des marches qui vont aboutir à la plage, alors que le mal togolais est à Lomé 2. Aujourd'hui, nous disons, allons au mal, allons chercher le mal, allons à Lomé 2. Donc, on adapte notre marche à la situation actuelle. Maintenant, on va plus loin. On dit, on vient sans violence. Mais alors, ne nous amenez pas la violence. Pourquoi? Parce que si vous commencez par nous taper, parce qu'on est venu gentiment parler au chef d'État, eh bien, nous serons en droit de nous défendre. Et c'est ça qui fera la différence au Togo. Parce qu'on est dans une position d'autodéfense depuis des lustres. Mais on ne l'a pas appliqué. Alto dit, il va l'appliquer. Et se donne les moyens pour ça. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, ce n'est pas des gens, des plaisantins. On sait ce qu'ils utilisent comme arme sur une pauvre population désarmée. Nous disons, désormais, le peuple veut aller parler à son chef, eh bien, on doit protéger ce peuple-là avec les mêmes outils que ceux-là qui nous terrorisent. J'appelle ça du terrorisme. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Vous avez largement répondu. Fotavio, tu avais une question pour notre invité, vas-y. Je crois qu'il y a un problème de connexion avec Otavio.
Monsieur Clousset, depuis tout à l'heure, hein, on égrène des sujets qui nous ramènent constamment sur cette constitution. Depuis quelques jours, quelques semaines, on va dire, il y a des bruits de couloir hein, qui reviennent inlassablement, comme quoi il y a une énième modification de cette fameuse constitution qui est dans les coursives. Vous y croyez et dans quel but éventuel ça serait? Écoutez, c'est de la diversion. Depuis la nuit du 24 au 25 mars 2024, qui a eu, j'appelle ça un dernier coup d'État constitutionnel, tout ce qui suit, que ce soit la Cinquième République, que ce soit les dialogues, que ce soit une reformulation d'une constitution qu'on a déjà bousillée, mais c'est de la diversion. Ne perdons même pas le temps à discuter ça, c'est de l'embrouille du peuple. On nous fait croire il va se passer quelque chose de spécial. Non, tout est consommé dans cette nuit-là du 24-25 mars. Tout est consommé. C'est aux Togolais maintenant de prendre acte et de dire que oui, nous avons été, et c'est pas mêlés à cette constitution-là qu'on a foulée du pied et nous voulons nous en sortir par la grande porte. Ne voulons plus laisser passer ce dernier coup d'État. Et je le dis bien, quand tous les Togolais comprendraient la chose comme cela, ben on n'a même plus à perdre 24 heures pour aller faire partir le putschiste. Parce que c'est tellement clair. Et tous ceux qui veulent se voiler la face aujourd'hui, tous ceux qui veulent, c'est pas, aller manger avec le voleur, tous ceux qui veulent participer à, je sais pas, cette énième exploitation d'une constitution déjà bafouée, ils nous perdent du temps en fait. Ils sont en train de mélanger ma grand-mère lambda qui ne comprend pas très bien le français, on lui fait croire qu'il va y avoir une nouvelle constitution. Non, la nouvelle constitution ne viendra qu'après que M. Faure Gnassingbé soit dégagé. Et cette nouvelle constitution, eh bien, c'est au peuple de la réécrire. Oui. Donc, ce n'est pas des gens, des députés qui sont en fin de mandat, qui doivent aller se rassembler et nous bousiller notre constitution, et puis maintenant revenir dans une république que nous ne reconnaissons pas, eh bien, nous parler encore d'une constitution qu'on veut retoucher. Quelqu'un qui va dans ce sens-là, qui veut comprendre quelque chose à cette retouche-là qu'il veut faire, c'est que la personne elle-même, elle est perdue, elle ne sait pas où elle va. Nous savons où nous allons. Nous disons qu'il y a eu un coup d'État dans la nuit du 24-25 mars 2024 et que c'est le dernier coup d'État, on ne va plus laisser passer. Et donc, on doit leur appliquer l'article 150 dans tous les sens du mot et arracher notre libération. Un seul article, le 150 de cette constitution de 1992 saurait régler le problème. Otavio, tu avais une question, vas-y. Oui, monsieur Cloutier. Maintenant que le peuple est au courant que le Togo est dirigé à partir de la DGSE au sein de l'ambassade de France au Togo, qui maintient les Gnassingbé au pouvoir, avez-vous pris les dispositions nécessaires pour que la France ne se mêle plus des affaires du Togo et diriger le Togo comme bon le semble jusqu'à maintenir notre pays qui est actuellement dans un état comateux? Ils le savent, mais ils ne font rien. Qu'avez-vous à faire pour pallier à ce dysfonctionnement qui n'a fait que trop durer? Merci beaucoup, Monsieur Clousset. Écoutez, ce que nous devons faire, c'est ce que vous et moi, on est déjà en train de faire. C'est vraiment mettre au courant le peuple et lui faire comprendre que la manière dont le Togo est dirigé, eh bien, il nous revient comme devoir, et c'est ce qui est écrit dans l'article 150, eh bien, de remettre notre pays sur les rails en chassant les putschistes. Si le putschiste mange avec quelqu'un de la DGSE, nous sommes peuple souverain.
Et c'est le peuple souverain qui veut remettre son pays sur les rails. Et chez nous, il y a un adage qui le dit, non? C'est ce qui va se passer. Vous noyez le poulet dans de l'eau chaude, et les puces vont le suivre. Donc, le Togolais doit apprendre à ne plus reconnaître quelque État que ce soit qui le dirige comme une marionnette, d'où on ne sait. Nous voulons voir, je l'avais dit au départ de cette émission, nous voulons de la transparence dans notre pays. Nous ne voulons pas un chef d'État qui n'est pas là pour nous, un chef d'État qui est dirigé de loin. Nous voulons un chef d'État qui est dirigé par le souverain peuple togolais. Nos chefs d'État, ils doivent être là pour nous servir, pas pour servir des entités, je dirais, invisibles. Et donc, ce qui va se passer au Togo, là, je vous le dis clairement, hein, nous parlons de marée. Le mot vient très simplement là, on parle d'une marche de restauration de la République. Ben, écoutez, c'est tellement profond. C'est en fait un retour à notre indépendance pure et simple. Parce que quand le peuple sera debout et que le peuple va chasser celui-là qui les a pris en otage, eh bien, plus personne ne viendra nous gouverner. Plus personne. À moins que cette personne demande permission au peuple togolais et lui demande s'il peut, c'est pas, venir puiser un peu de nos ressources, si on veut bien partager nos ressources avec lui. Parce que quand on me parlait des GSE, par exemple, quand on me parlait des Français, qu'est-ce qu'ils veulent au Togo, sinon nos ressources? Ben, je veux comprendre qu'ils sont eux aussi enfants de Dieu, mais on ne peut pas avoir, nous, les ressources sur notre terre et aller quémander ou se laisser mourir dans la Méditerranée pour aller manger dans leur tas d'ordures en France. Ça ne mange pas. Nous voulons considérer le monde entier, et comme ça le dit chez nous, hein, nous sommes l'or de l'humanité. Nous voulons que cet or-là brille pour l'humanité. Nous voulons que tous les enfants du monde trouvent à manger au Togo, mais pas au détriment des fils du Togo. C'est ça la grande différence. Je ne sais pas si je vous ai répondu, Monsieur Tavi. Oui, monsieur Poussé, vous avez bel et bien répondu. Maintenant, je sais que vous êtes souvent entouré de FARTO, la force armée de, votre branche armée. Maintenant, est-ce que les actions que cette force compte mener sur le terrain, euh, n'oubliez pas que ceux qui entourent Fort Gnassingbé sont des gens, sont des marginaux qui ne comprennent rien à une révolution et qui croient qu'ils ont du zèle pour un individu et qu'ils défendront cet individu mordicus contre ceux qui viendraient les attaquer. Est-ce que ceux qui vous entourent arriveront plutôt à distinguer les zélés de ceux qui veulent, ou bien de celles qui veulent réellement la libération du Togo? Merci beaucoup. On dit encore dans notre langue, nos frères de la FALTO, c'est pas des mercenaires, c'est des Togolais lambda qui ont grandi dans les camps, qui ont grandi avec leurs frères d'armes, qui ont servi le Togo, hein, et qui sont des professionnels dressés pour protéger le peuple et qui donc veulent accomplir ce devoir autrement parce que ces postes-là, ils se sont engagés. Mais quand ils se sont rendus compte qu'on les utilisait
pour des fins personnelles, je dirais, puisqu'on les envoyait, par exemple, commettre euh, je sais pas comment dire, des, des massacres, Des exactions. des exactions, et plus que ça, hein, ils avaient même été envoyés commettre des braquages au bénéfice de leurs généraux et consorts. Et ils se sont dit, c'est pas ça l'armée. Ils ne sont pas en train de protéger leurs frères du Togo. Et donc, ils se sont désengagés de la force armée togolaise. Maintenant, ils veulent se constituer en militaires patriotes pour reconquérir le pays au profit de leurs frères togolais. C'est des patriotes. Et donc, le jour où nous ferons par exemple la marche, si Faure Gnassingbé ne dit pas à des mercenaires, s'il ne dit pas à des soi-disant zélés de commettre de la violence, il n'y aura pas de violence du tout. Parce que ce que nous demandons à M. Faure, c'est sa démission. Il sait qu'il doit donner sa démission parce qu'il a violé notre constitution. C'est tellement simple. Maintenant, s'il s'oppose à cela, eh bien, et lui et tous ceux qui s'opposeraient donc aux Togolais, parce que n'oubliez pas, c'est et le peuple et la partie de l'armée qui a compris qu'elle doit défendre ce peuple, qui seront dans la rue. Et donc, tous ceux qui s'opposeraient au peuple souverain, je ne vous dis pas ce qui va leur arriver. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas du tout froid aux yeux pour ça, nous n'avons pas peur parce que nous sommes bien debout sur notre constitution de 92. Elle est tellement légitime, nous sommes tellement dans la légalité que nous n'avons pas froid aux yeux. Nous irons le jour venu, quand les Togolais seront prêts à aller parler à M. Faure Gnassingbé, eh bien, nous allons les accompagner. Ils feront leur travail, le Togo sera libéré. Nous prions, nous continuons d'insister qu'il n'y ait pas de violence. On ne veut pas voir une seule goutte de Togolais tomber encore sur la terre de nos aïeux. C'est pour ça que nous prenons notre temps en amont d'avertir tous les pays du monde. Et ce travail-là aussi, c'est ce qui nous retient. Vous voyez là, moi où je suis pas exemple aux États-Unis, au moment où on allait introduire nos dossiers, bon, il y a eu cette guerre d'Irak, le président n'est même pas sur place, il n'est toujours pas là, il y a la guerre en Amérique, voilà. Donc, on n'a pas le temps de discuter tout de suite du Togo. Mais nous faisons ce travail-là. Tous les consulats du monde, ils auront notre visite, on va leur expliquer ce que nous voulons faire avec notre pays, le Togo. Et donc, le jour de la marche, le jour de la marée, il ne doit pas y avoir d'imprévu, en principe. C'est un peu... Mais j'ai encore une ou deux questions avant de vous laisser les questions. Vous parlez tout à l'heure des consulats et autres, des chancelleries que vous allez visiter. Mais ce qu'on a constaté, les Gnassingbé, c'est une autre institution. La France-Afrique, c'est une autre institution aussi. Et évidemment, malgré la France-Afrique a tiré beaucoup de ses relations auprès de ces chancelleries-là. N'oubliez pas que quand Agbéomé, après avoir remporté les élections, et qu'il voulait apporter cette doléance auprès de ces chancelleries-là, les mêmes chancelleries ont alerté les Gnassingbé comme quoi on a telle ou telle réunion ici. Et à la grande surprise d'Agbéomé, à leur sortie, comment dit-on, les chancelleries ont été encerclées. Force est de constater que tous ces gens-là sont de mèche avec comment dit-on, le maintien du Togo dans cette servitude volontaire. Croyez-vous que ces gens-là ne feront pas, comment dit-on, corps commun avec les Gnassingbé pour vous dénoncer d'avance sur le rôle que vous avez à jouer
pour, comment dit-on, anéantir définitivement Fort Gnassingbé? C'est, comment dit-on, la question là que je vous pose temporairement avant de poser la dernière question. Merci beaucoup, monsieur Kossi Klouché. Merci. C'est une très belle question, c'est une très bonne question. Elle va nous permettre de situer les Togolais. Et n'oubliez pas que moi qui vous parle, j'ai travaillé avec le docteur Aguomé Mensah Kodjo comme son ministre de la Sécurité, hein, et de la Protection civile. Donc, nous avons travaillé sur une longue période. J'ai fait au moins 4 années avec Dr. Aguomé Mensah Kodjo. Et les visites aux chancelleries, comment ils l'ont traité, tout ça, nous avons vu. Mais c'était avant le coup d'État dont nous parlons maintenant. Et donc, quand je travaillais avec Aguomé Mensah Kodjo, parce que nous étions dans la foulée, je peux dire, de cette élection présidentielle du 22 février 2020, et il fallait qu'il utilise les moyens de ce temps-là, c'est-à-dire vouloir faire reconnaître son vote par les chancelleries. Et là, oui, il a été, c'est pas, il en a eu pour ses yeux, quoi. C'est-à-dire que là, il a été trahi par des gens qu'il connaissait et tout. Mais ça, c'était avant, eh bien, le 24-25 mars 2024. Ce qui s'est passé après le décès d'Aguomé et qui me met moi dans une position où là où je suis aujourd'hui, que je vous parle, j'ai toujours dit, je suis pas loin de la Maison Blanche ici. Je suis pas loin de presque tous les consulats du monde sur la Massachusetts à Washington DC. Les consulats auront notre visite, ils auront notre explication, quitte maintenant à ce qu'ils exécutent. En fait, c'est que nous voulons juste les prévenir de ne pas se mêler du problème togolais. Pourquoi? Parce que c'est maintenant le citoyen lambda togolais, mais souverain, qui veut se prendre en charge au Togo. Avant, on a laissé notre souveraineté, oui, à des hommes comme Dr. Aguomé Mensah Kodjo qui devaient nous représenter. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui veut se mettre dans la rue et réclamer sa souveraineté. Je n'ai jamais vu dans quelques pays que ce soit des consulats du monde venir s'opposer à un peuple. Ils seront, eux aussi, je peux dire, ici, népalisés par le peuple. Vous voyez? Même en Afghanistan, les Américains ont dû dire, bon, basta, on n'en veut plus. Gardez votre pays, faites ce que vous voulez. Ils sont partis. C'est comme cela, ça se passe. Nous voulons donc ouvrir les yeux aux Togolais, leur dire que il n'y a rien de plus précieux, eh bien, que leur souveraineté. Et c'est ce que nous allons réclamer. C'est pour cela que je dis, la marée a l'air de rien, mais c'est notre indépendance